Donc, c'est un honneur pour moi de présenter ce matin sur la réadaptation cardiaque chez le coronarien. Je ne présente aucun conflit d'intérêt. Donc, avant de commencer mon propos, je vais rappeler que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde. Et en particularité, nous avons les maladies coronariennes. Et aujourd'hui, on se pose toujours la question de savoir quel est le devenir du patient coronarien après son événement sur la prise en charge et l'intégration professionnelle et sociale. Donc, le plan, je vais faire un petit regard sur physiopathologique sur la maladie coronarienne, parler un peu du lien entre la coronaropathie et l'état psychique du patient, la coronaropathie et l'exercice physique, parler du programme de réadaptation individualisé chez le coronarien et aussi la calibration de l'intensité. Donc nous savons tous que la matière première de l'athérome, la plaque d'athérome, c'est le LDL cholestérol, qui par la suite il y aura des réactions inflammatoires et va aboutir à cette plaque qui est recouverte d'une chape fibreuse. Et après cette plaque, soit elle va se déstabiliser et aboutir à un syndrome coronarien aigu, ou alors une plaque un peu beaucoup plus solide qui va aboutir à un syndrome coronarien chronique. Et nous savons que les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle non contrôlée, le tabac, le diabète, contribuent aussi à la déstabilisation de la plaque. Donc, supposons un patient qui était bien aujourd'hui, un coup il ressent un embol qu'il n'a jamais eu auparavant. Il se trouve dans un environnement où il doit être évacué en unité de soins intensifs qu'il ne connaissait même pas. Et du coup, il ressent la peur de mourir parce qu'à l'instant, il ne sait pas ce qui se passe. Et on voit que là, on vient d'installer chez le patient un stress traumatique, donc un état de stress post-traumatique. Et du coup, le patient va ressentir l'infarctus comme une expérience de mort imminente. Et ça, c'est un déclic chez le patient qui présente un infarctus. Et voilà, il y a un rupture biographique. On va imposer au patient un traitement à vie. Il ne comprend pas pourquoi. On va lui demander d'arrêter brutalement le tabac. Pourtant, c'était un tabagique qui était très actif. On va lui imposer un régime strict. C'est quelqu'un qui avait déjà une habitude de vie. Et on dira que voilà, l'exercice physique n'est pas très conseillé parce que voilà, ton cœur a un problème. Et du coup, on lui colle une nouvelle identité de malade chronique. C'est aussi un problème à régler. Donc nous comprenons un peu au départ l'intérêt de la réadaptation cardiaque. Donc quel est le lien entre l'exercice physique, quel est l'intérêt de l'exercice physique chez un patient qui présente une coronaropathie? Déjà, j'ai parlé tout à l'heure dans le rappel physiopathologique que les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle non contrôlée avec les contraintes de cisaillement au niveau de la plaque, de déstabiliser la plaque, le mauvais contrôle glycémique et même le tabac. Mais nous savons que l'exercice physique déjà aura un effet bénéfique sur la vasodilatation périphérique, la réduction des résistances périphériques. Donc, il aura aussi un effet sur la réduction du LDL cholestérol et sur le meilleur contrôle glycémique. Donc déjà, en agissant sur ces facteurs de risque, on aura déjà un effet bénéfique sur la plaque d'athérome. L'exercice physique aura aussi cet effet anti-arythmique avec diminution du tonus sympathique et augmentation du tonus parasympathique, et aussi avec sa fonction avec l'élévation du seuil ischémique par sa fonction endothéliale et la meilleure perfusion coronée. Donc, là, nous avons une image d'un patient qui, en fait, c'est un réseau artériel gauche, un patient qui présentait une sténose, je vais dire, intermédiaire de la CX proximale, avant la réadaptation. Et nous voyons, après la réadaptation, le développement des artères collatérales, avec une réduction de la plaque d'athérome. Donc, ceci prouve que l'exercice physique seul peut avoir un effet bénéfique sur le pronostic du patient coronarien. Alors, le programme de réadaptation cardiaque sera axé principalement sur ces trois éléments. Le soutien psychologique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le patient est là dans un environnement où
il ne connaît, ses patients le laissent partir, ça sera un problème un peu plus grave. Donc, insister sur le soutien psychologique, l'éducation thérapeutique et le réentraînement à l'effort. Donc, le soutien psychologique, l'éducation thérapeutique aura pour but surtout de restaurer ce sentiment de contrôle. Parce que si le patient a confiance, on le met en confiance, il pourra mieux prendre son traitement. Il pourra aussi, il faudra expliquer au patient ce que c'est le syndrome coronarien aigu ou chronique. Il doit connaître sa maladie, il doit connaître les facteurs de risque et il doit savoir que si il ne suit pas le programme de réadaptation, il pourra avoir une récidive. Donc déjà c'est très important et surtout encourager pour l'arrêt du tabac parce que ce n'est pas facile pour un tabagique chronique d'arrêter subitement, immédiatement son tabac. Maintenant, avant le réentraînement, l'effort, ma collègue qui m'a précédé avait déjà parlé de l'évaluation globale du patient, parce que là, on parle de l'évaluation globale. Il faut savoir que la coronaropathie peut être associée à une atteinte des artères carotides, à une atteinte des artères des membres inférieurs. Donc, c'est toujours important de rechercher une sténose carotidienne et une artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec tout le bilan que nous connaissons, aussi avec pour but d'éliminer les contre-indications. Ensuite, on va stratifier le risque. Est-ce que le risque est élevé, il est modéré ou alors il est faible? Parce que c'est très important chez le corona. Et on va calibrer l'intensité de l'exercice. Généralement, chez les patients qui n'ont pas, en fait, dans les centres où il n'y a pas d'épreuve cardio-respiratoire, on peut se baser sur la formule de Carbonen pour pouvoir évaluer la fréquence cardiaque d'entraînement. Et on utilise ce coefficient de 0,6 lorsque le patient n'est pas sous bêta-glucan et 0,8 lorsqu'il est sous bêta-glucan. Ou alors on peut s'aider de Chiribok, comme tout à l'heure la collègue a si bien dit. Par contre, il faut retenir que chez le patient non revascularisé, parce qu'on peut avoir des patients avec une insuffisance cardiaque, avec un FEVG réduit, non revascularisé. C'est d'abord très important de connaître l'état coronaire. Il faut voir, avant de débuter toute réadaptation cardiaque, chez un patient chez qui on a une découverte fortuite d'une insuffisance cardiaque à FEVG réduit, il faut faire une coronarographie pour évaluer l'état lésionnel. Parce que ce patient peut avoir une sténose serrée du tronc commun, même un petit entraînement à l'exercice, il peut faire complication. Donc c'est très important avant de débuter toute réadaptation cardiaque chez l'ensemble du patient. Lorsque nous avons donc l'état du lit artériel, le patient il peut refuser par exemple la revascularisation ou bien par une contre-indication de la revascularisation. On peut toujours faire l'exercice, mais il faut respecter au moins 10 à 20 battements sur la fréquence cardiaque d'entraînement calculé. Donc c'est un peu une précision que je devrais faire. Et bon, on connaît tous l'échelle de Borg. On peut aussi l'utiliser lorsqu'on n'a pas les moyens pour calculer la fréquence cardiaque d'entraînement. Et là, ces deux modes employés, on emploie surtout l'endurance continue chez le coronarien. C'est vrai que les nouvelles études prouvent que l'intervalle traîné a aussi un meilleur pronostic et agit autant que le mode continu. Donc, il suffit juste d'avoir la fréquence cardiaque d'entraînement qui est sensiblement égale à la première sur ventilatoire. On détermine la réserve cardio-respiratoire pour pouvoir adapter le protocole d'entraînement. Donc là, c'est un exemple d'un patient qui a une fréquence cardiaque à 70. Voilà, la zone cible, c'est entre 120 et 130. Donc on peut entraîner ce patient entre 120 et 130. Maintenant, si c'est un patient non revascularisé, alors on va faire moins, on peut l'entraîner à 100 battements par minute. Bon, je voulais aussi préciser sur les délais pour débuter la réadaptation cardiaque. Aujourd'hui, la mobilisation doit être précoce. Lorsqu'on n'a pas de complications, même 24 heures après, on peut commencer la réadaptation cardiaque. Et dit commencer la réadaptation, ce n'est pas seulement sur le volet exercice physique, mais déjà avec les conseils thérapeutiques et aussi l'arrêt par exemple du tabac et l'introduction des substituts de nicotine. Chez un patient qui a été ponté, on attend généralement 3 à 4 semaines lorsqu'il y a cicatrisation de la plaie post-opératoire et lorsqu'il y a absence de contre-indication, notamment un branchement péricardique.
Et après angioplastie simple, chez un patient qui a une lésion coronaire simple, un stade pas de complications, on peut commencer 3-4 jours après. Donc, mais toujours après une évaluation clinique. Donc, pour résumer, chez le coronarien, il faut insister sur les substituts nicotiniques, le contrôle des facteurs de risque, la gestion du stress et la recherche des complications très fréquentes, notamment des complications rythmiques, mécaniques, et aussi insister sur l'adaptation thérapeutique. Donc, pour conclure, chez le coronarien, le début doit être précoce et l'absence de complications. L'évaluation globale du patient, il faut insister. L'intensité doit être modérée et progressive. Et surtout contrôlée au début et toujours maximiser sur la revascularisation complète et ne pas oublier le soutien psychologique et l'éducation thérapeutique. Merci.